Salut à tous, alors vous avez sûrement vu le tout dernier modèle de Bugatti qui a été présenté à Genève cette année. Alors il faut savoir que ce véhicule a été inspiré par un modèle des années 30. Enfin je dis un modèle, je devrais plutôt parler d'un exemplaire bien en particulier. Un exemplaire qui à l'époque avait été surnommé la voiture noire. Au début des années 30, la marque Bugatti ne va pas forcément très bien et le fils de Ettore Bugatti, Jean, veut moderniser un petit peu la marque en sortant un tout nouveau modèle. Ce sera donc la Type 57, produite à partir de 1934. En règle générale, on pense que la Type 57 est un modèle relativement rare. Bah pas vraiment, en tout cas pas par rapport aux autres modèles de Bugatti, puisque la Type 57 a été produite à environ 800 exemplaires, ce qui est énorme pour cette marque. Bon par contre une variante bien spécifique de la Type 57 est effectivement très rare, puisqu'elle n'a été produite qu'à 4 exemplaires. Je veux bien sûr parler de la Type 57S Atlantique Coupé. Donc construite sur un châssis de Type 57S, le S c'est pour surbaissé. Ce véhicule est motorisé par un 8 cylindres en ligne développant 175 chevaux. Alors oui, ça peut paraître peu, je veux dire actuellement une 320D fait mieux, mais à l'époque c'était énorme. Je vous rappelle qu'on est dans les années 30, il y a encore beaucoup de personnes qui se déplacent à cheval. Bon cela dit, malgré qu'à l'époque c'était déjà beaucoup, les propriétaires on pensait que c'était pas forcément assez, et l'usine Bugatti a proposé à ses propriétaires de ramener la voiture à l'usine et d'y faire installer un superchargeur qui monte du coup la puissance à 200 chevaux et qui donne la possibilité à la voiture d'atteindre les 200 km/h, ce qui était vraiment énorme pour l'époque. Sur les 4 Atlantiques coupés produits, la première a été livrée en 1936 à Victor Rothschild. Le 3e baron de Rothschild, rien que ça. Il l'a conduit de 1936 à 1939. En 1939, il la renvoie donc à l'usine pour faire monter ce fameux supercharger et il va casser le moteur dès 1941. À ce moment-là, il veut plus s'occuper de la voiture, donc il l'abandonne dans un champ. Et elle sera ensuite rachetée par un mécanicien londonien qui va refaire le moteur tant bien que mal en supprimant le fameux supercharger qui apparemment aurait causé la casse du moteur. Elle est passée de main en main, a changé plusieurs fois de couleur, même des couleurs assez étranges pour une Atlantique coupée. Et puis finalement, elle est entrée dans une collection privée en Californie et a récupéré sa configuration d'origine. La 3e Atlantique coupée à avoir été livrée a été surnommée la Holschuh Atlantique par rapport au nom de son premier propriétaire. Malheureusement, cette personne va décéder au cours de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, la voiture va passer de main en main, encore une fois, jusqu'en 1952, où elle tombe entre les mains de René Chattard. 3 ans plus tard, le 22 août 1955, René Chattard et sa compagne ont un terrible accident avec leur véhicule, puisque le véhicule est percuté de plein fouet par un train. Le véhicule sera traîné sur 700 mètres. Les 2 occupants seront malheureusement morts sur le coup. La carcasse de l'Atlantique est confiée par la SNCF à un ferrailleur de Giant, donc une petite commune à côté de là où l'accident a eu lieu, et la carcasse doit y rester jusqu'à la fin du procès, parce que les héritiers se battent un petit peu pour savoir qui aura l'héritage, et donc la carcasse de la voiture. Les héritiers vont se battre pendant environ 8 ans, et à la fin de ce laps de temps, en 1963, la voiture est enfin rachetée par Paul-André Bresson, qui va entreprendre une restauration complète du véhicule, mais pas tout à fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est garder toutes les pièces qui ont été abîmées par l'accident, et le moteur original de la voiture, il va mettre ça de côté. Et le reste de la voiture, il va restaurer tout ça avec des pièces neuves et un moteur de type 57 beaucoup plus classique. Il va revendre cette voiture d'un côté. Ensuite, avec le moteur et les pièces qu'il a gardées, il fait une réplique de la voiture. Du coup, à un moment dans le temps, on va se retrouver avec une Atlantique coupée qui a le moteur original mais un autre châssis, et à côté une Atlantique coupée qui a le châssis original mais avec un moteur d'une autre type 57. Pas terrible. Heureusement, en 2006, les 2 voitures sont rachetées par le même propriétaire. En plus de ça, on récupère quelques pièces qui avaient été oubliées dans les années 60. On refait une voiture unique, une voiture seule, et une voiture avec toutes les bonnes pièces. Donc là, on se retrouve vraiment avec le bon châssis original, avec le bon moteur original, et on retrouve enfin la fameuse 3e Atlantique. La 4e et dernière Atlantique à être vendue a été livrée à Richard Pope. Alors, toutes les Atlantiques ont une configuration légèrement différente les unes des autres, et je pense que la Atlantique Pope
c'est ma configuration préférée. Alors déjà, on n'a pas les cages de roues à l'arrière. Je trouve que ça donne un style beaucoup moins lissé que sur les autres. Et le bleu d'origine, je pense qu'il devait être magnifique. Je dis je pense, parce qu'en réalité, on n'en sait rien. On ne sait pas exactement quelle était la teinte de ce bleu, puisque dans les années 70, le véhicule a été repeint et toute la peinture a été retirée de la carrosserie. Il n'y a pas le moindre endroit où la peinture d'origine a été gardée, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne peut absolument pas déterminer quelle était à l'époque la teinte exacte de cette voiture. C'est bien dommage. Elle a intégré la collection privée de Ralph Lauren en 1988, où elle a été de nouveau entièrement restaurée et de nouveau repeinte, cette fois en noir. Les cuirs intérieurs ont été également passés en noir, c'est-à-dire que là on a une voiture noir sur noir. C'est un petit peu dommage parce que je trouve que du coup le véhicule perd toute son âme. Déjà il a été rénové un peu trop bien, c'est-à-dire que tous les panels gap sont parfaits, toute la voiture a été refaite mais à la perfection. Du coup on a plus ce ressenti un petit peu fait à la main d'une autre Bugatti par exemple. Alors elle est parfaite, hein, elle est superbe, elle est magnifique, mais c'est plus vraiment une Atlantique coupée comme ça devait l'être à l'époque. On a presque l'impression que c'est une réplique, et c'est dommage pour une vraie. Bon, si vous avez été attentif, vous aurez sûrement remarqué que j'ai sauté de la première à la troisième, en oubliant complètement la numéro 2. C'est parce que la numéro 2, c'est le sujet réel de cette vidéo. C'est celle qui a été appelée la voiture noire, celle qui a inspiré la recréation de Bugatti cette année au Salon de Genève. Cette Atlantique coupée, c'est la seule qui n'a jamais été livrée à un client. En réalité, elle a été gardée pour toutes les présentations officielles de Bugatti, c'est celle qui a servi aux photos, c'est celle qui a été présentée au Salon de Lyon ou au Salon de Nice, comme sur cette photo. C'est une voiture qui a également été utilisée par Jean Bugatti comme son véhicule personnel, et puis il l'a prêtée à plusieurs personnes qui lui étaient chères, notamment des pilotes de course, etc. Donc on a eu pas mal de photos à cette époque-là, parce que la voiture sortait quand même beaucoup. Je disais que c'est la seule qui n'a jamais été livrée à un client, c'est également la seule qui a complètement disparu. C'est la seule dont on n'a plus aucune trace. On ne sait pas du tout où elle est, on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Aucune idée. Aucun indice. Aucune piste. La vie de cette Bugatti Atlantique coupée commence en 1936, où elle récupère son numéro de châssis, le 57453. Celle-ci est commandée en noir et elle est utilisée comme voiture personnelle de Jean Bugatti, comme je le disais, jusqu'en 1938 environ, où ensuite elle part un petit peu en Angleterre et puis finalement elle revient. Et officiellement, sur le site de Bugatti, on dit qu'on en perd la trace en 1938. Alors que pas mal de personnes disent qu'elle serait retournée à l'usine en 1939. Il y a certains registres de l'usine qui en parlent. Alors, les registres de l'usine, à ce moment-là, sont un petit peu confus. Il faut se rappeler qu'en 1939, c'est l'année de l'accident fatal de Jean Bugatti, donc l'usine est vraiment en train de couler. Et puis 1939, on commence à ressentir les premiers problèmes de la guerre, puisque la Seconde Guerre mondiale est sur le point de commencer. Pour l'Alsace, c'est un petit peu compliqué. Alors pas mal de personnes pensent que la voiture a été simplement détruite, en fait qu'elle aurait été démontée. Démontée pourquoi ? Démontée pour récupérer l'alu. La voiture était entièrement en aluminium, ça aurait pu être intéressant, notamment pour les nazis, qui auraient pu avoir envie de récupérer la voiture, ou alors même pour l'armée française, on ne sait pas. Alors, personnellement, je pense que cette théorie ne tient pas, tout simplement parce que quand on démonte une voiture, on retrouve toujours des morceaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2-3 trucs qui restent, parce que c'est des trucs qu'on peut pas réutiliser. Je sais pas, par exemple un morceau de bois du tableau de bord, ou un siège, ou un emblème que quelqu'un aurait gardé en souvenir. Mais là on retrouve absolument rien. C'est-à-dire qu'on retrouve pas le moindre petit bout de cette voiture qui aurait été démontée. Donc à mon avis elle est restée en une seule pièce. Alors la seule chose que l'on a retrouvée, c'est une plaque portant le fameux numéro 57453. Cette plaque était apposée sur un châssis, sur une autre type 57. Ce que l'on sait également, c'est que notre fameuse voiture noire a changé de numéro de châssis à un moment et a changé d'immatriculation. On pense que cela a été fait pour brouiller les pistes, justement pour pas que les nazis puissent récupérer la voiture comme trophée de guerre en fait. Et donc l'ancienne plaque qui porte l'ancien numéro a peut-être été simplement apposée sur une autre type 57 beaucoup plus basique. D'ailleurs, ce nouveau numéro de châssis avec la nouvelle plaque mais toujours l'ancien numéro de moteur apparaît sur un registre. Un registre qui dirait que la fameuse voiture noire serait partie en train en 1941 jusqu'à Bordeaux. Mais après ça, on n'a plus aucune trace. C'est-à-dire que ce passage de Molsheim à Bordeaux, c'est vraiment la dernière trace qu'on a de cette voiture. On ne sait pas si elle est réellement partie, on ne sait pas si elle est arrivée,
on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Il y a même certaines théories qui disent qu'elle est effectivement arrivée à Bordeaux, mais qu'elle est tout de suite montée sur un navire qui l'aurait emmenée aux États-Unis, mais que le navire aurait été coulé par un des sous-marins qui traînait dans ces eaux-là à cette époque-là, et qui coulait un petit peu à vue. Du coup, la question demeure vraiment. Est-ce qu'elle est restée à Molsheim, et du coup elle est cachée dans une grange quelque part, et tout le monde l'a oubliée? Est-ce qu'elle est cachée à Bordeaux, dans une grange, et que tout le monde l'a oubliée? Ou alors elle est montée sur un bateau qui a été coulé, et du coup cette Type 57 Atlantique coupé, assez ironiquement, serait retrouvée au fond de l'Atlantique? Eh ben on n'en sait rien, ça reste un des grands mystères de la marque, et un des grands mystères de l'automobile d'exception en général. En tout cas, les experts estiment que si ce véhicule était retrouvé, il pourrait valoir plus de 100 millions d'euros, ce qui en ferait la voiture ayant la valeur la plus élevée du monde. Du coup, si vous avez une grand-mère ou un grand-père qui a une grosse maison avec au fond du jardin une grange ou un garage ou quoi que ce soit, allez jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. Et puis si c'est pas la voiture noire, ça peut être un autre véhicule d'exception qui a été oublié là. On sait jamais ce qui peut se passer. Du coup voilà, maintenant vous savez quelle est la voiture qui a inspiré la fameuse voiture noire qui a été présentée par Bugatti cette année à Genève. Maintenant je vous laisse voir, c'est à vous de faire votre avis, si jamais elle mérite ce nom, si elle est digne de cet héritage. D'ailleurs vous pouvez m'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!